Salut, aujourd'hui je vous propose une petite map très rapide sur le statut de l'élu local parce que eh bien, c'est un statut particulier. Contrairement aux élus nationaux, les élus locaux sont souvent issus de la société civile, ont un vrai métier à la base qu'ils mettent en suspens le temps de leur mandat. Donc voilà, tout ça, ça justifie que le statut est particulier et que si vous avez cette question à l'oral ou à l'écrit, eh bien il y a des choses à savoir qu'il faut mettre en avant, qu'il faut savoir structurer, etc. Donc c'est ce que je vous propose tout de suite dans la map. Avant de commencer réellement à étudier le statut de l'élu local, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci a été codifié par la loi du 3 février 1992. Donc toujours partir d'une loi de base quand c'est possible, pour voilà, avoir toujours un socle juridique. Donc tout élu local, quelle que soit son activité professionnelle ou sa situation sociale, doit pouvoir exercer librement et pleinement le mandat qu'il a reçu de ses concitoyens. C'est un peu le principe de base qui va régir la suite, là, les points 1, 2, 3, 4. Voilà, le but de tous ces principes, c'est que l'élu local, parce que l'élu local souvent est une activité professionnelle, c'est pas forcément un professionnel de la politique comme au niveau national, et bien le but c'est qu'il puisse exercer son mandat le plus librement possible et de la meilleure façon qui soit. Donc d'abord les élus salariés ou agents des collectivités disposent de trois régimes spécifiques. Donc ils ont des autorisations d'absence pour les séances plénières, pour les réunions de commission, etc. Parce que évidemment, il faut qu'ils soient quand même présents dans ces séances pour pouvoir voter tout simplement les politiques à appliquer, tout simplement. Ils ont des crédits d'heures. Donc ils ont des forfaits trimestriels, enfin un forfait trimestriel non rémunéré et non reportable dont la durée est fonction des charges résultant de la nature du mandat et de l'importance de la collectivité. Donc ce forfait en fait est enfin, un élu par exemple d'une région ou un élu d'une toute petite mairie va pas avoir le même forfait, le même nombre de crédits d'heures. Voilà, c'est en fonction de ça. Et puis en fonction du mandat aussi, de l'importance du mandat. Il faut savoir aussi que le temps total d'absence, donc c'est-à-dire les crédits d'heures plus les autorisations d'absence, donc ce temps total ne doit pas dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Voilà, ça c'est encore une règle pour cadrer un peu les choses. Et enfin, un droit à la formation existe, donc qui est de 6 jours par mandature maximum. Ensuite, les garanties accordées dans le cadre de leur activité professionnelle, parce que évidemment, il leur faut des garanties. C'est quand même assez délicat en pleine activité professionnelle, peut-être encore plus dans le privé, du coup de partir sur un mandat d'élu. Donc, il y a une prise en compte des temps d'absence au titre des avantages sociaux. Il y a une protection contre le licenciement, ça c'est très très important. Donc contre le licenciement, contre le déclassement professionnel et contre les mesures disciplinaires. Ça c'est pour protéger un petit peu et puis pour inciter les personnes de la société civile à s'impliquer politiquement dans la vie locale. Et donc les suspensions Enfin, il y a une garantie aussi de suspension du contrat de travail pour la durée du mandat. Donc pour les maires de communes de plus de 10 000 habitants, pour les adjoints aux maires de communes de plus de 30 000 habitants, pour les présidents et vice-présidents des régions et des départements. Suite à cette suspension de contrat, il y a un stage de remise à niveau. Et enfin, pour les élus qui sont par ailleurs fonctionnaires, ils sont en situation de détachement professionnel. Ensuite, les indemnités de fonction et la protection sociale. Donc, il y a des frais de mission, des indemnités de fonction, donc pour les maires et les adjoints, et enfin les conseillers de communes de plus de 10 000 habitants, les présidents, pareil, et VP de régions et de départements, pour ces indemnités de fonction. C'est le montant de ces indemnités, les montants sont fixés par l'organe délibérant, donc tout simplement par l'Assemblée en fait. Donc il y a des niveaux d'indemnité quand même différents. Un président de région ne va pas avoir le même niveau d'indemnité qu'un
un adjoint d'une commune, alors pas d'une petite commune, mais d'une commune de 10-11 000 habitants. En général, ça va quand même pas être la même chose. Et ces indemnités sont soumises au paiement de l'impôt. Parce que parfois on entend dire que les élus, leurs indemnités, voilà, ils ne payent pas d'impôt dessus, etc. Dans la territoriale, c'est faux. Et enfin, la protection. Donc ils ont droit à une sécurité sociale et ils ont droit à la retraite comme tout le monde. Enfin, le cumul des mandats. Il est interdit de cumuler plus de 2 mandats dans cette liste. Donc dans cette liste, c'est parlementaire. Donc parlementaire, Sénat, Assemblée nationale. L'Assemblée des communes, des communautés européennes, régions, départements, Assemblée de Corse, conseiller de Paris, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants. Voilà. Parmi cette liste, vous n'avez pas le droit de cumuler plus de 2 mandats. Voilà, donc c'était un petit point rapide sur le statut de l'élu local. C'est pas forcément les questions qui tombent le plus souvent, mais voilà, ça fait partie de ces petits points qu'il faut quand même maîtriser au moins à minima pour, si ça tombe, que vous ayez au moins de quoi discuter un petit peu avec le membre de jury si c'est un oral, et puis de quoi écrire un petit peu si c'est sur une question à l'écrit. Voilà, je vous dis à très bientôt.